Chers amis, c'est un grand plaisir d'être ici pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, et d'autant plus qu'en présence de nombreux amis que j'ai pu me faire au cours des années en travaillant sur ces sujets, en particulier dans mes expériences africaines, et aujourd'hui je me limiterai à cela. Je pense à Barry, je pense à Norbert, à Diaraf, j'en ai vu d'autres, et ça a été une des composantes les plus importantes, j'ai trouvé, de ma carrière scientifique. Pas en ce que ça m'a forcément contribué à donner des récompenses ou qui sait quoi, mais franchement, en termes de développement personnel, ça a été quelque chose de fondamental. Ça a commencé en 2010, quand mon collègue Wilfried Gangbo, que j'avais connu à Georgia Tech, m'a invité dans un colloque au Bénin. Wilfried a joué un rôle important dans ma carrière. J'aime bien le mentionner aussi parce que quand on parle de coopération nord-sud, on pense toujours au nord qui aide le sud, mais dans ce cas-là, c'était un mathématicien du sud qui aidait un mathématicien du nord, et je ne l'ai jamais oublié. Bien sûr, quand on s'aide, c'est toujours réciproque. On ne sait jamais. Vous aidez quelqu'un, il peut vous aider plus tard. Ce premier colloque en Afrique subsaharienne, ça a été coup de foudre immédiat. Les élèves, l'ambiance, l'atmosphère. Et depuis 2010, je suis retourné en Afrique subsaharienne tous les ans, au moins 2 semaines, dans un certain nombre de pays. Et en particulier, le rythme a augmenté, les opportunités ont augmenté grâce à Vincent Rivasso qui m'a inséré dans la boucle Ames, d'abord Ames Sénégal, puis j'ai été impliqué dans Ames Cameroun, fait un petit tour à Ames Rwanda. Sous d'autres casquettes, je me suis retrouvé à aller au Burkina, au Niger, au Bénin bien sûr, retourné en particulier à l'invitation de Wilfried, pour mener des cours, des conférences, des conseils scientifiques, des interviews, à l'occasion même des émissions télé, des inaugurations, des travaux, des colloques, rencontres d'un certain nombre de responsables, ministres, chefs d'État, bref, essayant de m'impliquer de toutes sortes de façons. Et bien sûr, les étudiants, j'en ai fait un certain nombre, des cours dans ces territoires, avec toujours beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de retours, beaucoup de choses qui m'ont enrichi. Je vais parler, dans ce contexte, de mathématiques et développement selon 2 aspects. Et je vais brièvement mentionner quelques éléments qu'il faut garder en tête. Je vais parler de mathématiques en ce que ça aide au développement, et je vais parler de qu'est-ce qu'il faut garder en tête pour développer la mathématique dans ce genre de contexte. Mathématiques pour développement, ça a été très bien traité dans les tables rondes précédentes. Il y a des questions de modélisation, d'ingénierie, de technologie qui peuvent aider de façon importante pour des thèmes qui sont capitaux en Afrique. Environnement, l'exemple de la langue de barbarie que citait Diaraf, je me souviens d'avoir eu un petit cours de modélisation là-dessus par Marie Tenian, comme d'un exemple de problème de modélisation d'interface entre sable, fleuve, océan qui était traité à l'université de Saint-Louis du Sénégal. Et pour avoir vu aussi en vrai la façon dont l'écosystème de la langue de barbarie est menacé par des réactions imprévisibles de l'évolution du canal qu'il définit, si j'ose dire, j'ai été on ne peut plus convaincu qu'il y avait une importance à acquérir, à augmenter sa connaissance d'outils de modélisation pour comprendre les dynamiques des écosystèmes dans ce contexte. Bien sûr, la santé, on a parlé de paludisme, on a parlé d'épidémie. Bien sûr, la maîtrise de l'énergie, etc., etc. Toutes les belles actions dans lesquelles l'IRD est occupée avec des composantes dans toutes les disciplines, collaborant les unes avec les autres. La liste pourrait continuer. En ce moment,
avec le ministère de l'Environnement et quelques acteurs, je suis impliqué dans une tentative de projet de collaboration de technologie au service de la protection de l'environnement au Niger. Si ça marche, je viendrai vous raconter ça un de ces jours. Donc ça, c'est ce à quoi on pense le plus souvent, mathématiques, sciences, technologies, qui vient aider à divers aspects de développement économique, de bien-être, de préservation, ou tout ce que vous voulez. Mathématiques, ça développe aussi d'autres choses. C'est une question, comme on sait bien, de culture, d'ouverture sur le monde, de meilleure compréhension d'une société qui se transforme de plus en plus sous l'effet du numérique. C'est aussi quelque chose qui vous apporte de la rigueur, de l'imagination, de l'abstraction. Et puis, c'est aussi quelque chose qui vous permet d'agir sur le reste de la société. Conférences de vulgarisation, ou comme je l'ai vu à IM Sénégal, des cours pour les habitants d'apprentissage, maîtrise de l'outil numérique, etc. Bref, c'est quelque chose qui va essaimer aussi par ce que ça représente en termes de mode de raisonnement. Un autre exemple que je vais évoquer, auquel j'ai été sensibilisé lors d'une de mes visites au Bénin par Thierry Dalméda du CEA, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Voilà. Thierry s'occupait de préparer pour le futur la mise en place d'un projet de synchrotron en Afrique. L'Afrique est le seul continent sans synchrotron, sans ces très grands équipements qui, bien sûr, sont principalement utilisés au départ à des fins de physique théorique, avec un fort contenu théorique, physique et mathématique, mais qui ont aussi toutes sortes d'applications en médecine, en sciences des matériaux, en santé, et qui aussi attirent des scientifiques à travers le monde. Un exemple qu'évoquait Thierry pour son exposé, c'était le fait que quand un grand accélérateur a été construit au Brésil, une partie de la diaspora scientifique brésilienne est revenue sur place pour participer à l'animation de cet instrument, une façon de s'en emparer. Et pour l'instant, un synchrotron en Afrique, ça ne coûte pas si cher que ça quand on le ramène aux enjeux mondiaux, mais il n'y a juste pas les moyens humains en termes de savoir-faire de l'installer. Peut-être en Afrique du Sud, on pourrait argumenter, mais il y a de toute façon un enjeu de préparer le terrain, et c'était pour ça en particulier qu'il passait, Thierry, pour repérer les étudiants, les faire travailler, les envoyer éventuellement se former dans d'autres grands accélérateurs, avec l'idée qu'ils puissent revenir et participer comme ça à des actions de développement d'infrastructures sur place, en étant bien sûr ouverts sur le reste du monde. Grands équipements sont des choses qui attirent toutes les disciplines. Il y aura besoin de mathématiques, de physique, de biologie, de sciences des matériaux et ainsi de suite. Un quatrième aspect qui est important aussi, c'est la notion de rêve, de changement de mentalité par rapport à ces possibilités. Dans la vie, comme on sait bien, il ne suffit pas d'avoir tout ce dont on a besoin pour être heureux, il faut aussi avoir de quoi rêver, se dire qu'on va faire des choses impossibles, des choses extraordinaires. Et apporter de la recherche, c'est aussi la possibilité d'apporter une forme de fierté qui va venir de la lutte contre l'inconnu qui va être menée. Et je vais juste vous rapporter une anecdote qui m'a marqué. Quand, dans mes séjours, en particulier à IM Sénégal, je passais l'essentiel de mes soirées à passer des films aux étudiants et à organiser des débats pour aller avec, des documentaires et tout ça. Et quand on a passé un film sur les ondes gravitationnelles, leur détection, et qu'on a expliqué que j'ai parlé de l'histoire et tout ça, la réaction de certains étudiants, c'était « Monsieur, comme on serait fier qu'on puisse faire des expériences comme ça ici ». Expérience sur les ondes gravitationnelles, c'est pas en soi quelque chose qui va améliorer votre santé ou votre bien-être ou lutter contre les épidémies ou ce que vous voulez, mais ça vous apporte du rêve. C'est vous qui êtes à la manœuvre en train de décrypter les secrets de l'univers dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment loin.
l'infiniment distant dans le temps, et ça aussi, c'est important. Voilà. Je vais passer maintenant au deuxième volet. Quelles règles, quelles bonnes pratiques et quelles mauvaises pratiques, qu'est-ce que, en quelques années, à m'impliquer dans tel ou tel projet, j'ai retenu du développement de projets mathématiques, projets scientifiques. Quand je dis projets scientifiques, c'est des projets comme le Centre d'excellence africain au Bénin, qui était porté par Wilfried Gangbo, dans lequel Norbert s'est impliqué et d'autres aussi. Des projets comme les instituts Ames, dans lesquels on veut développer quelque chose sur place. Première remarque fondamentale, mais sur laquelle il faut insister, il faut être là, ou du moins visiter régulièrement, sans quoi on loupe tout. On loupe l'ambiance, impossible de gérer ce genre de choses ou de participer juste en étant à distance, même quand on a des rapports réguliers. Deuxièmement, systématiquement, travailler en partenariat à tous les niveaux. Dès le début, j'avais tâché de toujours faire mes cours en partenariat. Il y avait une raison prosaïque, c'est que j'arrivais jamais à sécuriser suffisamment de temps pour faire mes cours en entier. Et donc, avoir un partenaire local permettait de compléter le cours, de se partager le travail. Et il y avait aussi la raison de coopération, c'est que le fait de travailler le cours, d'enseigner en partenariat avec quelqu'un sur place, ça amène une bien plus grande complicité, un bien plus grand transfert, une vraie coopération. Et à plusieurs reprises, avec différents enseignants, ça a été des très belles coopérations. C'est avec ça en particulier que j'ai noué des relations fortes de travail avec Diaraf, avec Mama Fupouanini au Cameroun. Ça a abouti à certaines grandes aventures dans ma vie scientifique. Comme Diaraf se le rappellera, c'est le projet de MOOC sur lequel on a épuisé une partie de notre belle énergie et qui a été l'occasion de découvrir tout ce qu'un MOOC, tout ce qu'une formation en ligne ouverte à tous peut apporter de beaux et de nouvelles possibilités, et aussi pourquoi c'est si dur et pourquoi ça ne remplacera jamais les cours traditionnels. On avait eu cette idée qu'on allait faire un cours orienté francophone, en particulier pour usage en Afrique. Moi, j'ai tourné à Paris pour l'essentiel, à l'Institut Poincaré. J'avais appris à me filmer moi-même dans mon bureau de façon artisanale. J'avais découvert que le mieux encore pour faire des raisonnements avec des formules, c'était soit de se filmer en train d'écrire au tableau, soit de filmer une feuille sur laquelle on écrit, sans chercher forcément un logiciel high-tech. Et de toute façon, écrire sur une tablette, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déplaisant comme sensation. Vous ne serez peut-être pas tous d'accord. Diaraf filmait sa partie au Sénégal. On avait un découpage précis. L'ensemble était coordonné à Lyon. Les effets spéciaux étaient rajoutés à Nice. Et un volet présentiel était effectué à Paris, où il y avait aussi un certain nombre de chargés de TD qui se chargeaient de préparer des exercices chaque semaine quand arrivait le moment de mettre notre cours en ligne. Ajouter le petit forum, j'ai découvert que la partie la plus passionnante, c'est quand le soir on se retrouve à répondre aux questions des élèves. Et j'ai découvert aussi qu'un MOOC, c'est extrêmement exigeant. La force du nombre fait que la moindre erreur que vous avez laissée dans votre poly ou dans la vidéo, elle se retrouve aussitôt repérée. Il va toujours y avoir quelqu'un, si vous avez des centaines ou des milliers d'élèves, qui va impitoyablement la trouver. Et puis, n'est-ce pas ? Et puis, à contrario, je dirais, quand vous recevez des compliments de la part d'élèves que vous ne voyez pas, qui sont à distance, ça vous fait encore plus plaisir. Vous vous dites qu'ils ne font pas du tout ça pour se faire bien voir, mais parce qu'ils le pensent sincèrement. On a vu aussi combien c'est compliqué, la masse incroyable de temps que ça représente, la complication pour le montage, et puis les complications pour faire arriver les cours sur le terrain. Il n'y a pas si longtemps, on se disait les MOOC, c'est ça qui va inonder l'univers de savoir. C'est pas vrai. On se heurtait à des problèmes très précis, très durs. Comment faire de la publicité et toucher vraiment les universités, par quel canal ?
Comment être sûr que les vidéos arrivent et soient bien visibles dans un contexte où souvent les réseaux Internet sont pas bien au point. Et puis peut-être plus que tout, c'est pas le pire. Alors quand on a des transferts de vidéos aussi à faire de l'un vers l'autre, sur ces grosses vidéos, on le sent passer. Et peut-être le pire, si vous n'avez pas le réseau humain local pour accompagner le MOOC, votre audience s'érode très rapidement et vous avez des vrais problèmes pour assurer la pérennité. Alors, ajoutez à ça que quand on a voulu le relancer la deuxième année, un MOOC, normalement, vous l'amortissez sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend. On s'est heurté à des problèmes légaux parce qu'entre-temps, le contrat qui liait l'université de rattachement avait été rompu avec France Université Numérique. Il fallait revoir les contrats. Il y a eu des problèmes juridiques qui ont mis quelques mois à se résoudre. Toute l'équipe, puisqu'en gros on était une dizaine de personnes à travailler là-dessus, était plus tellement motivée pour repartir. On ne pouvait plus réutiliser certains des contenus qui étaient là. Bref, on n'a jamais réussi à mettre en place la saison 2. Très instructif. Très instructif, mais très belle expérience. Autre chose qu'on peut voir comme difficulté considérable, trouver le bon équilibre à partir des élèves, des formations sur place, entre ceux qui vont rester sur place, disons, et ceux que vous allez inviter à partir, à voyager, à aller se former ailleurs. Et il faut bien sûr trouver le bon équilibre entre les deux. J'ai eu quelques déboires en la matière et j'ai pu constater que même quand vous repérez des étudiants africains qui, par rapport aux conditions dans lesquelles ils ont étudié, sont remarquablement brillants, les faire venir en France, par exemple, dans un contexte compétitif avec les étudiants qui ont été entraînés dans des universités locales, c'est pas facile. Pour deux, avec un parcours particulièrement atypique et qui étaient très intéressés à se former sur une discipline phare comme l'intelligence artificielle évoquée à l'instant, finalement, j'en suis arrivé, faute de trouver une autre solution, à monter, en tout cas pour l'un, à monter un partenariat avec Facebook, une thèse, CIFRE. Pour un autre, une inscription au master MVA à Cachan, qui a nécessité des efforts extraordinaires parce qu'il y a des questions administratives à régler ici et là. Mes chers amis, c'est ma conviction que nous n'avons pas assez de place réservée, si je puis dire, pour ce profil d'étudiant. Étienne Gouin-Lamourette, que je voyais à l'instant, me parlait de ses efforts extraordinaires dans le cadre de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris pour intégrer de façon très volontariste plusieurs étudiants issus, c'était du Bénin en l'occurrence, passés par l'IMSP, et Cameroun, Togo, et vraiment félicitations, il faut une action volontariste par rapport à cela, et l'avenir aussi bien de, je dirais, la science africaine que la science française, que la science mondiale, va dépendre du volontarisme là-dedans. Dernière chose, dans toutes ces questions d'éducation et d'enseignement supérieur et de recherche, on se retrouve avec des écosystèmes qui doivent se monter sur place, qu'il faut accompagner. Que c'est dur de mettre en place un écosystème. Vincent Rivasso ne me démentira pas, je crois. Des efforts continus, trouver les bons équilibres, les bonnes façons de organiser la coopération avec les différents acteurs, acteurs gouvernementaux, acteurs universitaires, etc., etc. Le plus dur, peut-être, de ce que j'ai pu voir, c'est les questions de gouvernance locale, encore plus que les questions financières. Et puis, on se retrouve dans ces projets, souvent face à des situations politiques dont on ne comprend pas toutes les subtilités, et c'est normal. On se retrouve à un moment éjecté du projet sans comprendre pourquoi, puis réintégré dans le projet sans comprendre pourquoi. De temps en temps, un incident diplomatique qui disparaît, ça va, ça vient, et ainsi de suite. Et puis, si on est tenace,
si on est tenace, on arrive à des choses intéressantes. Et parfois, même si on est tenace, on aboutit à des échecs. Parmi les récents échecs qui m'ont fait mal en la matière, un projet dans lequel je parrainais avec Mama Fupouanini au Cameroun, précisément pour développer une formation et laboratoire en intelligence artificielle, qui s'est retrouvé à la fin, dans le cadre des centres d'excellence africains, qui s'est retrouvé à la fin éjecté, tout simplement pour des questions de stabilité politique. L'ouest du Cameroun, en ce moment, c'est pas un endroit dans lequel spontanément on va avoir confiance pour installer quelque chose de pérenne. Et voilà comment évidemment les déboires, les fragilités politiques vont influer sur le développement scientifique, et ça fait partie de la grande complication du sujet. Mes chers amis, mes chers collègues, je crois que j'en ai déjà trop dit en la matière. Ce genre de projet de collaboration, j'ai parlé ici que de l'Afrique subsaharienne, j'aurais pu parler de travail, d'action et de voyage en Algérie aussi. Je vois plusieurs des collègues algériens qui sont ici. Ce genre de collaboration, vous le faites pas seulement pour aider, mais aussi parce que vous en tirez des expériences irremplaçables. Je vous remercie.